Meurtre de la famille Sakamoto en 1989. Attentat au gaz sarin de 1994 et 1995. Tentative de détournement d'avion. Cadavre momifié à Narita. Assassinat de l'ancien Premier ministre du Japon, Shinzo Abe. Tous ces événements sont liés de près ou de loin à des sectes au Japon. Le plus connu étant l'attentat au gaz sarin de 1995 organisé par la secte Aum, un véritable traumatisme pour la population nippone. Pour rappel, le 20 mars 1995, dans le métro de la capitale japonaise, 5 membres de la secte Aum Shinrikyo ont déposé des sacs de sarin liquide dans plusieurs rames aux heures de pointe. C'est une neurotoxine inodore, incolore et volatile qui, même à très faible dose, peut être fatale. Les membres de la secte ont alors perforé ces sacs pour libérer le gaz toxique. L'attaque a fait environ 13 morts et plus de 5000 blessés, provoquant des troubles respiratoires, des problèmes de vision et des séquelles durables chez de nombreuses victimes. La police décide enfin de passer à l'action pour trouver le responsable, le gourou de la secte Aum, Shogo Asahara. Et après une cavale de 57 jours, on finit par le trouver caché dans une pièce dissimulée du bâtiment principal de la secte Aum. Il est bien sûr condamné à mort et la secte est dissoute. Cette dissolution est une décision de justice excessivement rare, car depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, seulement 2 autres sectes ont subi le même sort. Donc 3 sectes dissoutes sur un total de 180 544. Alors, oui, mais ce nombre, c'est celui qu'on peut trouver lorsqu'on fait des recherches rapides concernant les Shūkyō Hōjin, c'est-à-dire les organisations religieuses au Japon. Et bien que oui, il y ait effectivement 180 000 organisations religieuses au Japon, il est important d'y apporter une grosse nuance. Groupe ou organisme religieux n'est pas égal à une secte. Dans ce qu'on appelle les organismes religieux au Japon, ça inclut chaque temple, chaque sanctuaire et chaque église au Japon. C'est comme si en France, vu qu'il y a environ 100 000 édifices religieux, on disait qu'il y avait 100 000 sectes. Vous voyez que c'est pas du tout représentatif de la réalité. Au Japon, on compte déjà plus de 80 000 sanctuaires shinto, 75 000 temples bouddhistes. On obtient alors par déduction le nombre de 15 500 autres organismes. Quand même. Ce sont des branches de certaines religions, ou alors des nouvelles religions, ou encore les deux en même temps, comme par exemple la Soka Gakkai. Il s'agit de la secte la plus puissante au Japon, avec environ, soi-disant, 8 millions de fidèles. Elle est tellement puissante qu'il y a même des influences en France, dites-vous. Dans les nouvelles religions, on peut aussi prendre l'exemple de Tenrikyo, fondé au 19e siècle, qui vénère l'Oyagami, le dieu parent. Sauf que, je dois vous avouer quelque chose sur ces nombres de 180 000, 15 500 qui concernent les organismes religieux, c'est un foutoir absolu. Reprenons, si vous le voulez bien, l'exemple de la Soka Gakkai. Déjà, c'est une branche du bouddhisme Nichiren. Alors, certes, elle a été reniée par le Nichiren, mais est-ce qu'elle rentre dans la catégorie des organismes bouddhistes? Eh bien, aucune idée. Maintenant, le nombre. La Soka Gakkai possède plus d'1 millier de lieux de culte. Alors, est-ce qu'ils sont chacun enregistrés indépendamment? Eh bien pas du tout. La secte a décidé de tout regrouper en un seul organisme. Ok, donc la Soka Gakkai, c'est un organisme. Donc maintenant, voyons pour le Tenrikyo. Le Tenrikyo, cette nouvelle religion, possède 16 833 églises gérées localement au Japon. Ce qui veut dire qu'il y a potentiellement 16 833 organismes religieux juste pour le Tenrikyo. 16 833 versus 1. Et pourtant, dans ce 1, il y a plus d'influence que dans le 16 833, parce que la Soka Gakkai est plus influente que le Tenrikyo. Et puis même quand on réfléchit, la nature de ces organismes, c'est n'importe quoi. Ça, c'est un organisme religieux, ça, c'est un organisme religieux, et ça aussi, c'est un organisme religieux. C'est juste le bordel. Donc ces nombres de 180 544 ou encore 15 500, ce sont des gloubi-boulgas dont on ne peut strictement rien tirer. À part peut-être une seule information, c'est le fait que le Japon n'est pas du tout enclin à faire la différence entre les religions traditionnelles, donc le Shinto et le bouddhisme, des nouvelles religions qui peuvent avoir des dérives sectaires. On dirait même qu'ils entretiennent volontairement ce flou. Un flou qui arrange grandement les nouvelles religions et les sectes au Japon, à tel point qu'on estime que 12 millions de Japonais, soit un Japonais sur 10, appartient à une nouvelle religion. Alors si vous voulez des vraies réponses sur pourquoi les Japonais tombent si facilement dans des sectes, et pourquoi malgré les différents traumatismes liés aux sectes au Japon, le pays semble anormalement laxiste et tolérant quant à leur existence, vous êtes au bon endroit. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de la secte du sucre? Beaucoup d'adhérents, beaucoup d'addicts et beaucoup de pognon finalement. Bon, bien sûr c'est pour la vanne, peut-être pas, mais si vous cherchez à freiner votre consommation de sucre, eh bien vous avez ceci.
C'est une boisson avec du goût, là c'est la guava, et surtout c'est sans sucre. Ça c'est la gamme hydration qui vise à rester bien hydraté durant le sport, mais si vous cherchez vraiment à freiner la consommation de sucre, vous avez la gamme Iced Tea. Comme ici avec le goût Bob l'éponge qui est ananas matcha. Oui toujours matcha, bah oui, Bob l'éponge très japonais. Ensuite il y a la version énergie qui personnellement je consomme le plus, voilà forcément pour me donner un coup de boost pendant ma séance. Et en ce moment, voilà, ça c'est le nouveau goût que je préfère. Le capybara, c'est ananas avec noix de coco. Et en fait, je sais pas, il y a un truc qui fait que ça donne le pulse quoi. Alors bien sûr comme ça donne un coup de boost, évitez de boire ça juste avant d'aller dormir, c'est pas la bonne idée. Et enfin il y a la dernière gamme, celle que je n'aime pas, et c'est pour ça qu'ils sont vraiment cool au lit, c'est que j'ai le droit de dire que je suis pas très fan, et ils sont voilà. C'est la gamme milkshake. Alors voilà, moi j'aime pas parce que j'aime pas le lait, mais je veux dire si vous aimez le lait, cette gamme elle est vraiment très gourmande et je sais que ça plaira à beaucoup d'entre vous. Et vraiment je reviens sur le fait qu'ils ont énormément de goût, hein, parce que là par exemple j'ai hydration avec fruit de la passion, donc ici j'ai hydration avec la guava, ici voilà j'ai le capybara avec ananas et noix de coco, mais il y a plein de goûts différents, et tu peux bien sûr en tester beaucoup d'un coup avec le pack découverte. Et vous avez bien sûr le code Louis5 pour gagner 5€ sur votre première commande, et le code Louis pour avoir moins 10% sur votre commande. Et bien sûr vous n'avez pas besoin de retenir tout ça, c'est avec le lien dans la description. Au Japon, il y a 88 millions de personnes qui se déclarent shintoïstes, et de l'autre côté, il y a 84 millions de personnes qui se déclarent bouddhistes. Vous voyez pas le problème? Eh bien, lorsque tu additionnes les deux, ça fait 172 millions de personnes pour un archipel qui en comporte que 123 millions. Alors, est-ce que les chiffres mentent? Pas du tout. Ce qu'il faut retenir, c'est que majoritairement, les Japonais sont shintoïstes et bouddhistes. Oui, c'est la grande différence avec ce qu'on connaît en Occident, c'est qu'au Japon, avoir une pluri-appartenance religieuse, c'est tout à fait banal. C'est dû au syncrétisme religieux, en gros c'est une fusion de religions, et c'est ce qu'on appelle le Shimbutsu Shugo. Quand les bouddhistes sont arrivés au Japon au 6e siècle, ils n'ont pas tenté de supplanter les kami qui étaient déjà vénérés, ils se sont ajoutés par-dessus. Et même s'il y a eu plein d'événements depuis où on a essayé de séparer les deux, culturellement, même encore aujourd'hui, au Japon, on reste shinto et bouddhiste. Ce qu'on ressort à chaque fois pour bien expliquer ça, c'est que pour les Japonais, tu vas au sanctuaire pour le nouvel an, c'est shinto. Tu te maries en robe blanche à l'église pour les photos, c'est chrétien. Et tu fais des funérailles en priant Bouddha, c'est bouddhiste. Et les Japonais là-dedans, en voyant ça, ils se disent aucun problème. Mais justement, cette pluri-appartenance religieuse, c'est un terreau extrêmement fertile pour les nouvelles religions et pour les sectes. Elles peuvent se revendiquer comme une branche du bouddhisme, conserver tous les styles vestimentaires et cérémonials d'une religion que les Japonais connaissent, afin qu'ils ne soient ni trop dépaysés ni choqués par les pratiques de la secte. C'est pour ces raisons que souvent dans le témoignage des Japonais, les victimes elles-mêmes disent qu'elles n'avaient pas conscience d'être dans une nouvelle religion. Et c'est exactement le cas de la seconde secte qui a été dissoute par le Japon. Rappelez-vous, nous avions la secte Aum en numéro 1 et il en reste encore 2 autres. La seconde, il s'agit de la secte Myokakuji. Mais si la secte Aum a été dissoute pour des raisons criminelles graves, la secte Myokakuji a été dissoute pour des délits, des arnaques. Et si ça paraît moins grave, et effectivement c'est moins grave, on peut prendre le problème dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'a bien pu faire cette secte pour subir le même sort que la secte Aum? Yoshitoshi Nishikawa, au début des années 1980, après avoir travaillé pour un grand laboratoire pharmaceutique, tente de faire de la vente à domicile de produits contraceptifs. Toc toc toc, vous allez bien? Excusez-moi, c'est pour bien vous montrer comment enfiler ce préservatif. Et contre toute attente, ah, le business il fonctionne pas, qui l'eût cru? Le bonhomme se tourne alors vers la voie religieuse, il se rase le crâne et suit la formation pour officiellement devenir moine. Et c'est comme ça qu'en 1986, il lance ses premières consultations de voyance. Vous tombez sur un tract, consultation de voyance. 3000 yens. Un peu bizarre, mais au Japon, rarement on peut trouver dans certaines rues des conteurs de bonne aventure qui lisent votre avenir dans les lignes de votre main. Alors d'humeur curieuse, vous allez faire cette consultation. Et le moine en face de vous vous fait comprendre très vite que vous êtes frappé par un malheur, une malchance. Le moine, après un silence pesant, lève les yeux vers vous et vous déclare que si vous avez des problèmes récemment, tout ça, c'est lié à un Mizuko. Alors, à l'écrit en japonais, c'est le kanji de l'eau et le kanji de l'enfant. Ça sonne pas vraiment dramatique. Sauf que ces deux kanji ensemble, dans la langue japonaise, ça désigne un bébé avorté, mort-né ou décédé lors d'une fausse couche. Donc une créature liée à la fois à la naissance de la vie et à la mort. Et là où c'est très ingénieux, c'est que cette malédiction, elle joue sur le doute. Vous pouvez douter sur le fait que peut-être une des conquêtes d'un soir que vous avez eues a avorté, et donc que l'esprit de l'enfant vienne vous hanter. Et si vous êtes une femme, on vous met le doute sur une potentielle fausse couche que vous auriez faite sans même en avoir conscience. Quoi qu'il en soit, le moine vous rassure, ne vous inquiétez pas. Il existe une cérémonie bouddhiste, un rituel, le Mizuko-kuyo, destiné à rendre hommage aux personnes qui ont subi une fausse couche ou un avortement. Et justement, c'est ça que le moine va vous proposer.
Le moine vous donne alors ses coordonnées en mentionnant qu'il fait partie d'un groupe religieux, le Myokakuji. Quelques jours plus tard, vous êtes dans le temple. La cérémonie suit son cours. Les sutras sont prononcés par le moine et vous êtes invité à prier devant l'autel. On donne même un kaimyo, un nom posthume au bébé mort-né, pour l'inscrire dans le registre du temple. C'est une cérémonie qui dure entre 30 minutes et 1 heure, mais la surprise à la fin, c'est la note. 650 000 yens, soit 3500 €, et ça peut même monter à plusieurs millions de yens s'il y a plusieurs mois. Vous avez pris quelques options, voilà. Vraiment, ça monte très vite. Et oui, vous l'avez compris, c'est une vulgaire arnaque, mais c'est avec celle-ci que la secte Myokakuji s'est enrichie à hauteur de 12 milliards de yens. Ça fait quand même 65 millions d'euros le total des cérémonies. En fait, ils se sont tellement enrichis qu'ils ont pu remettre en état et racheter un temple entier, le Koyasan Myokakuji. Et la secte, elle s'est pas arrêtée à un temple, non, elle en a racheté 26 autres. Alors ça leur servait pour des séminaires, pour des entrepôts d'objets religieux, et bien sûr pour purifier les fidèles. Et un des plus connus, c'est celui qui se trouve dans la préfecture de Ibaraki. Le lieu est connu des Japonais comme étant le Buradera, qui littéralement veut dire temple soutien-gorge. Je pense que vous arrivez à deviner pourquoi. Mais alors, pourquoi, justement, il y a ça? Et c'est là où on commence à arriver à la limite des recherches, mais j'ai quand même trouvé 2 théories. La première, c'est que ça a été placé après coup par des explorateurs qui auraient voulu mystifier le lieu. Et la seconde, personnellement celle que je préfère, entre gros guillemets, est plus dérangeante. Comme je vous le rappelle, la secte a fait son beurre sur les cérémonies pour purifier des avortements. Donc rejeter la faute sur la femme était monnaie courante dans la secte. C'est alors qu'une idée a fleuri. Pour expier les péchés liés à la sexualité des femmes, les soutiens-gorge doivent être donnés en offrande symbolique pour apaiser la colère des Mizuko. Et ce serait donc pour cette raison qu'ils sont accrochés un peu partout dans certaines pièces. Mais en vérité, durant la visite de ce lieu il y a déjà quand même 6 ans, eh bien il y a un autre objet qui m'a fortement perturbé. C'est le relevé de banque, carrément là. C'est vraiment ce qu'ils ont sur leur compte. 1, 2, 3, 4, t'as 4 rentrées d'argent pour plusieurs milliers d'euros par jour, tu vois. En effet, un autre élément choquant, ce sont les relevés bancaires qui sont encore présents et ils affichent des sommes faramineuses. Et encore, là c'était juste pour un seul compte. On imagine alors très facilement le nombre colossal de personnes qui se sont fait dépouiller. Et si justement un signalement pour arnaque à la police n'est pas vraiment dérangeant pour la secte, en avoir des centaines, voire des milliers, ce n'est pas la même histoire. C'est comme ça qu'en 1990, dû à des signalements massifs, la police commence à enquêter. Mais ce n'est qu'en 1995, soit 5 ans plus tard, qu'elle se décide enfin à agir. 5 ans, c'est super long 5 ans, et ne faites pas attention à ce katana de Tchekhov que je pose discrètement ici dans le décor. Ça va nous servir pour plus tard. Quoi qu'il en soit, la première perquisition se fait donc en 1995 et en 1996, 9 moines et 2 dirigeants, dont le fondateur Nishikawa, sont arrêtés. Il est condamné à 3 ans de prison ferme pour fraude et après une longue bataille juridique, la Cour suprême du Japon déclare officiellement en 2003, soit 7 ans après le début du procès, que la secte Myokakuji est officiellement dissoute. Ce cas, c'est tellement un classique qu'il fait très souvent office de jurisprudence dans les cas où les sectes ont fait de la vente spirituelle. Surtout que la méthode utilisée par la secte Myokakuji est tellement pas originale qu'elle pose vraiment bien les bases du concept. Inventer un problème à ses fidèles pour apporter une fausse solution contre une énorme somme d'argent ou même l'abandon de tous ses biens. Et chez les sectes, comme pour les entreprises, il y a un marché, des parts de marché et des concurrents. Et c'est très important de se distinguer de ces concurrents. C'est exactement ce qu'a fait la secte Honohana Sampogyo. Son fondateur, Fukunaga, disait pouvoir établir un diagnostic en lisant dans les pieds des gens. Maladie grave, ruine financière, fin du monde potentiel, il peut tout lire dans la voûte plantaire, le gars. Ça paraît ridicule, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lire dans les lignes de la main, ça se fait encore au Japon. Et donc arriver et dire lire dans la main, c'est totalement has-been. C'est dans les pieds qu'il faut lire, elle est là la vérité. Eh bien c'est un move marketing qui est pas si mauvais et qui peut passer chez les consommateurs habituels. Alors, vous estimez à combien le nombre de personnes qu'on peut berner avec cette lecture dans les pieds? 30 000? Oui, c'est ça. 30 000. Et peut-être que vous vous dites que la consultation dans les pieds, c'est un peu comme l'autre là, 3000 yens. Non! 800. 800 yens? Non. 800 euros. Tu fais le calcul, 800 euros pour 30 000 adhérents qui se sont fait au moins lire les pieds une fois, ça fait un total de 24 millions d'euros. Surtout que derrière, pour prévenir des malheurs annoncés, il y a la classique séminaire très cher, objet sacré hors de prix et offrande massive obligatoire.
ce qui peut très facilement doubler la somme à 48 millions d'euros. Ah, tout de suite, l'idée de tripoter des pieds toute la journée paraît beaucoup moins désagréable. Bon, heureusement, le 19 novembre 1999, la police intervient enfin pour arrêter les adeptes de la secte, et le 29 mars 2001, le groupe déclare faillite, ce qui, d'office, dissout la secte. Et dans les événements graves liés à des sectes, je suis obligé de mentionner le cadavre momifié de 1999. Le 11 novembre 1999, les agents du poste de police de Narita ont reçu un signalement d'un hôtel indiquant qu'un client suspect y séjournait depuis plus de 4 mois. Inquiets, ils décident de se bouger immédiatement et ils fouillent la chambre d'hôtel. Et à l'intérieur, ils y découvrent un corps momifié. Le responsable, le gourou de la secte Lifespace, Koji Takahashi. Il prétendait pouvoir absolument tout soigner en tapotant légèrement le corps du malade. Notamment la tête, voilà, des petites tapes sur la tête et tu guéris, de tout, même du cancer. Et justement, un des adeptes de la secte a forcé pour faire déshospitaliser son père qui souffrait d'une hémorragie cérébrale. Il supplie pour que le chef de la secte le guérisse. Le père est rapidement transporté dans un hôtel à Narita et une fois sur place, le gourou se rend bien compte que... Oh, c'est un cas désespéré. Il y avait un réel danger de mort pour le patient, mais il ne pouvait juste pas perdre la face et donc il a tapoté. Et il va tapoter encore longtemps, très longtemps, même jusqu'après la mort du patient. En effet, même plusieurs mois après le décès, des membres de la secte continuent de prendre des photos du corps en parlant de signes d'amélioration. Mais à cause de l'environnement sec de la chambre d'hôtel, eh bien le corps s'est juste desséché. Les tissus avaient perdu leur eau et c'est ce que les scientifiques appellent la momification naturelle. Bon, maintenant il est temps de tirer avec mon katana de Chekhov. Est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose d'étrange dans les dates depuis tout à l'heure? 1995, 1999, le cadavre momifié, 2003, la dissolution de la secte. C'est pas que je me concentre uniquement sur cette courte période de l'histoire. Oh non! C'est parce qu'il n'y a strictement aucune intervention policière envers les sectes au Japon avant 1995. Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'attentat au Gassin de la secte Aum, rien du tout. Nada! 50 ans de vide. Protection des sectes. Pour comprendre pourquoi, il faut savoir qu'au Japon, à partir de l'ère Meiji jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement applique ce qu'on appelle le shintoïsme d'État. La religion officielle est la religion Shinto, et c'est bien sûr pour maintenir et perpétuer le pouvoir de l'empereur, descendant de la déesse Amaterasu. Et plus on se rapproche de la Seconde Guerre mondiale dans l'histoire du Japon, plus ce shintoïsme d'État se renforce. Il faut se mobiliser pour l'empereur, faire la guerre pour lui est sacré, et mourir pour lui est un honneur. Donc forcément, avec cet état d'esprit qui est nationalisé, vous vous doutez bien que pour les autres religions, c'est pas la joie. 8 décembre 1935. Des centaines de policiers armés perquisitionnent simultanément les sites religieux répartis dans tout le pays du mouvement Oomoto. Il s'agit d'une nouvelle religion qui prenait de plus en plus d'ampleur, alors les sites sont ravagés, mis à sac, les bâtiments détruits, les terres volées. 3000 adeptes sont arrêtés et 16 d'entre eux meurent sous la torture. Il s'agit du second incident d'Oomoto. En effet, quelques années auparavant, la police avait déjà mis à sac les quartiers généraux de cette religion. Mais c'est bien après ce second incident d'Oomoto que cette religion Oomoto devient interdite sur le territoire nippon. Dites-vous qu'à cette époque-là, donc un peu plus tard, en 1943, même la Soka Gakkai, qui est une secte très puissante aujourd'hui, se faisait totalement harceler par la police nippone. Mais ça, c'était avant la défaite du Japon. Après la défaite du Japon, les Américains imposent une liberté de religion totale. Sauf que si pour ces nouvelles religions c'est la fin d'un cauchemar, pour la grande majorité des Japonais, eh bien ce n'est pas comme une liberté qu'ils voient ça, mais comme une immense perte de repères. L'empereur qui avant était l'incarnation de Dieu sur Terre n'est plus qu'un simple mortel. Son statut divin est révoqué. Et c'est donc à partir de là que les sectes et les nouvelles religions au Japon vont pulluler. Elles vont prétendre apporter un réconfort, une guérison, un sens de vie à ces Japonais qui doivent rebâtir un nouveau pays. Mais ce qu'elles visent, c'est surtout les poches de leurs fidèles. Et pour y parvenir, elles peuvent compter sur les failles béantes de la loi sur les corporations religieuses. Shukyo Hojinho. L'État n'évalue pas la vérité de la doctrine, ne met pas de nombre minimal de fidèles et enregistre administrativement très facilement une nouvelle religion. Donc là vous vous dites c'est open bar, mais c'est très loin d'être fini. L'autre grosse faille, c'est le régime fiscal des sectes au Japon. Je vais pas y aller par quatre chemins, elles ont des avantages fiscaux massifs. Je suis jaloux. Aucun impôt sur les revenus des sectes.
aucun impôt foncier sur les terrains et bâtiments des sectes, et aucun impôt sur les héritages et les dons envers la secte. Donc déjà la secte elle paye jamais rien, mais en plus de ça, pour couronner le tout, tu n'as quasiment aucune obligation de transparence vis-à-vis de tes comptes. Grossièrement, tu fais ce que tu veux. Ah, je vous le dis, hein, au Japon, c'est 1000 fois plus intéressant de créer une nouvelle religion que d'avoir une société. Tu payes jamais d'impôts à un moment donné, enfin je veux dire, c'est juste craqué. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que certains organismes religieux totalement inactifs, mais déjà enregistrés, se font racheter en douce pour que ces personnes qui les rachètent, comme par exemple des Yakuza, eh bien, ils déclarent en douce un peu tout ce qu'ils veulent. Donc administrativement, c'est super simple, fiscalement, c'est une orgie, et il y a aussi sur le point de vue juridique. Pour protéger la liberté religieuse, l'État hésite énormément à intervenir, même dans des cas évidents d'arnaque. Alors concrètement, l'État dispose d'un droit d'enquête au Japon, mais il a été inutilisé pendant des décennies parce qu'ils avaient peur de retomber dans la dictature religieuse d'avant 1945. Et c'est comme ça que le Japon laisse absolument tout couler jusqu'au point où c'en est terrifiant. C'est terrifiant parce que ça laisse supposer que avant 1995, toutes les actions criminelles des sectes ont été au mieux négligées ou au pire dissimulées par la police japonaise. Le cas le plus évident, c'est justement le cas de la secte Myokakuji, celui des arnaques avec les bébés avortés. Même si l'enquête policière a commencé en 1990 avec la montagne de signalements, c'est étrangement seulement en 95 que la police a magiquement décidé de réagir. Comprenez que c'est clairement suite au traumatisme de l'attentat de la secte Aum que les Japonais ont développé une méfiance systématique envers les nouvelles religions, que le gouvernement japonais a voté de nouvelles lois pour qu'enfin la police puisse mener des perquisitions envers les sectes. Donc ce qui est révoltant, c'est que si il n'y avait jamais eu l'attentat au gaz sarin, la police aurait peut-être continué d'ignorer les signalements massifs. Et je parle au conditionnel, mais en vérité, j'en ai pas besoin. Avant l'attentat au gaz sarin, la secte Aum avait déjà commis des crimes, même des attentats. Et à chaque fois, même si c'est de manière grotesque, ça a réussi à être étouffé. Le 5 novembre 1989, 6 ans avant l'attentat au gaz sarin, c'est carrément la famille entière d'un avocat, monsieur Sakamoto, qui a été assassiné avec sa femme et son enfant. Il était justement en train d'intenter des actions juridiques contre la secte Aum et il a été assassiné. Plus précisément, il disparaît avec sa femme et son fils, ses draps dans son appartement sont brûlés et leurs affaires sont jetées à la mer. Alors normalement, t'as pas besoin d'être un champion de partie de Cluedo, un Sherlock Holmes, pour comprendre que le coupable, il est chez la secte Aum. Mais visiblement, pour la police japonaise de l'époque, c'était trop compliqué, hein. Ah là là, qui aurait pu faire le coup? Il faudra attendre 2015, soit 26 ans plus tard, pour que la chaîne TV japonaise NHK prouve que la police de Tokyo avait bel et bien reçu un renseignement selon lequel un membre de la secte Aum était impliqué dans le meurtre. Mais maintenant, devinez ce que la police de Tokyo a fait. Non vraiment, devinez, je vous laisse le temps. Ah, mais le meurtre, il a été commis à Yokohama, c'est pas à Tokyo. Bah, du coup, on peut vraiment rien faire, hein. Alors, c'est une fausse citation, mais je ne rigole pas. C'est littéralement ce qui s'est passé en 1991 avec la police de Tokyo. Et comme pour les autres affaires qui concernent les sectes, magiquement la police décide d'intervenir en 1995 après les attentats. On retrouve les coupables qui sont bien sûr des membres de la secte Aum, et c'est comme ça qu'on découvre que la famille a été tuée avec des injections de chlorure de potassium, leurs dents ont été minutieusement brisées pour empêcher toute identification, et les corps placés dans des fûts métalliques disposés dans 3 préfectures différentes pour qu'on ne puisse pas relier les affaires entre elles. Donc déjà, normalement, vous devriez être révolté, mais le tabou et l'inviolabilité des sectes avant 1995 au Japon ne s'arrêtaient pas à la police. Parce que, cerise sur le gâteau, je ne vous ai pas expliqué comment la secte Aum a été mis au courant que monsieur Sakamoto, donc l'avocat, allait tenter des actions en justice contre eux. Ils l'ont découvert tout simplement parce que la chaîne de télévision TBS, Tokyo Broadcasting System, avait enregistré monsieur Sakamoto qui parlait justement de sa future attaque juridique envers la secte Aum. Donc c'est enregistré, c'est pas du live, hein, c'est enregistré, et TBS a secrètement diffusé cette vidéo à des membres de la secte Aum, en violant consciemment l'accord de confidentialité qu'il y avait entre l'avocat et la chaîne télé. Et c'est suite à ça que la secte a décidé d'agir pour faire taire l'avocat et a suggéré fortement la chaîne TBS de ne jamais diffuser cette vidéo. C'est juste fou. Et forcément, si je vous le raconte, c'est que l'histoire, elle a pété au Japon. Mais elle a pété, encore une fois, 26 ans plus tard. Mais même 26 ans plus tard, heureusement, la chaîne TBS a reçu un nombre de plaintes colossal. Et du coup, à l'époque, le président a dû carrément démissionner. Et ça aussi, c'est un truc au Japon, hein. Allez hop, on démissionne et
On oublie le fait que potentiellement il y a une personne qui est indirectement responsable de la mort de toute une famille d'un avocat parce qu'il a diffusé secrètement une vidéo. Et si là vous êtes révolté, c'est rien encore par rapport à l'affaire suivante. Parce que l'autre cas célèbre d'impunité des sectes au Japon vis-à-vis de la justice, c'est l'attentat au gaz sarin de Matsumoto. Un an avant l'attaque au gaz sarin de Tokyo. Dans la nuit du 27 juin 1994, Aum Shinrikyo teste pour la première fois son gaz sarin. La secte vise 3 juges qui devaient se prononcer prochainement contre la secte concernant un litige immobilier, mais elle vise aussi plus largement tous les habitants de la ville de Matsumoto. En effet, ces citoyens ont signé massivement une pétition contre la construction d'une usine pour le compte de la secte Aum dans la région. Alors, aux yeux de la secte, avec tous ces hérétiques, c'est l'occasion rêvée de tester leur nouvelle arme. Et là, ce n'est pas à travers des petits sacs que le gaz va être libéré. Non, on est en plein air, dans un quartier résidentiel, ça ne fonctionnerait pas. La secte cherche quelque chose pour diffuser le gaz de manière plus efficace. Et c'est là où ils vont avoir une idée diabolique, ceci. Il s'agit d'un camion frigorifique modifié. À l'intérieur, le gaz sarin liquide est transformé en aérosol pour qu'il puisse être répandu directement dans l'air. Il place le camion devant l'immeuble où résident les juges et lance la machine à 22h. Au bout de 40 minutes, la diffusion est terminée et ils s'en vont. À 23h30, la police de Matsumoto reçoit un appel urgent des ambulanciers signalant le transport de nombreux blessés vers l'hôpital. Perte de la vision, maux de tête, nausées, diarrhée. Au total, 274 patients pris en charge. C'est la panique absolue à l'hôpital. Le corps médical japonais fait ce qu'il peut, mais il est complètement dépassé par les événements. Le bilan de l'attentat est lourd, 8 morts et 600 victimes. Cet incident, c'est donc quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Alors la police se met au travail, et 6 jours plus tard, elle découvre que le poison qui a été utilisé, c'est du gaz sarin. C'est bien, la police japonaise fait son boulot. Cependant, la police japonaise va partir complètement à côté des pesticides. Oui, des pesticides avec quelques produits chimiques pour faire de la poterie, et pouf, ça fait du sarin. 8 morts, 56 hospitalisations sérieuses, 600 victimes, des oiseaux, des chiens, des chats, des souris, des poissons morts aux alentours, des arbres qui sont brûlés littéralement jaunis, de l'herbe qui est calcinée, mais des pesticides. Putain la police! Et contrairement à ce qui a été écrit dans des gros journaux japonais qui à l'époque se faisaient complètement manipuler par la police, c'est strictement scientifiquement impossible de créer du sarin à partir de ces produits. Alors pardonnez-moi le mauvais jeu de mots, mais pourquoi on a sorti cette théorie fumeuse? Eh bien parce qu'à l'époque, il y avait un coupable idéal. Yoshiyuki Kono. Il est surnommé par les médias l'homme au gaz toxique. La police le considère comme suspect numéro 1 car on a retrouvé chez lui, juste à côté de l'immeuble qui a été empoisonné, des pesticides et des produits chimiques pour faire de la poterie. Vous connaissez le Japon, il n'y a pas de présomption d'innocence, mais une certitude de culpabilité. Mais vous savez c'est quoi le pire? C'est que le soir de l'attentat, Yoshiyuki et sa femme étaient dans le rayon d'action du gaz sarin. Et si lui n'a pas eu de graves séquelles, sa femme n'a pas eu la même chance. Sumiko est dans le coma. Et même en sachant cela, le lynchage médiatique ne s'arrête pas. Tous les jours, ce sont des lettres de menaces de mort que Yoshiyuki reçoit. Pourtant, faute de preuves, Yoshiyuki n'est même pas arrêté par la police. C'est juste un défouloir pour que la police japonaise n'ait pas assumé le fait qu'elle n'a aucune idée de qui peut bien être le coupable. Ou alors, plus grave, la police de l'époque ne voulait pas admettre qui était le coupable. En effet, quelques jours après l'attentat, la police japonaise a bel et bien reçu un renseignement anonyme, comme quoi la secte Aum était impliquée. On se demande bien pourquoi elle voulait rester anonyme, tiens, hein? Mais la police, comme pour l'affaire de Monsieur Sakamoto, ne fera absolument rien de cette information. Après, il faut se mettre à la place des policiers de l'époque, c'est compliqué de savoir qui a fait le coup. Qui aurait bien pu attaquer un immeuble où résident 3 juges qui s'apprêtent à donner un avis négatif envers la secte Aum et envers des habitants qui ont signé une pétition contre la secte Aum? Ah là 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 là. L'enquête est si difficile. Bref, on sent bien que les sectes, avant l'attentat de 95, elles sont totalement intouchables. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y a des témoins forcément dans toutes ces affaires, ils ont pas fait ça discrètement, ils ont des camions, qui a construit le camion, qui a fabriqué le gaz sarin, qui a diffusé tout ça, il y a forcément des gens qui sont au courant et qui n'ont rien dit. Donc la police, elle entend tout ça, elle entend des trucs dans tous les sens et elle fait en mode non, faut pas regarder, je regarde pas là-bas, non, là-bas c'est le gaz sarin, la secte Aum, je regarde pas, je vais enquêter ici, ouais, le mec il a des pesticides, c'est là qu'il faut enquêter, là.
Et encore, gardez bien en tête que tout ce que je viens de vous raconter, c'est tout ce dont on est au courant. Mais combien d'affaires de meurtres, de chantage, d'arnaques ont bien pu se passer entre 45 et 95 sans qu'il n'y ait absolument aucune trace aujourd'hui? C'est impossible de le savoir, mais ça doit certainement être colossal. On en est presque rendu à se dire qu'heureusement il y a eu l'attentat pour secouer le gouvernement et faire changer les choses, parce que sinon encore combien d'années les sectes au Japon allaient pouvoir agir en toute impunité? Alors maintenant, après l'attentat, vous dites, ça y est, c'est bon, le gouvernement japonais, il a compris, les sectes, c'est un problème, ils vont serrer la vis. Ils vont serrer la vis, hein. Après 1995, vous l'avez vu, le gouvernement japonais et la police japonaise se bougent pas mal. Il y a des perquisitions, des arrestations, des condamnations, c'est bien. Mais on peut encore se demander si c'est vraiment assez. Déjà, toutes les facilités administratives pour déclarer une nouvelle religion au Japon et tous les avantages fiscaux, rien n'a bougé. C'est encore tellement tolérant que même dans les cas les plus graves, comme encore une fois la secte Aum, eh bien le gouvernement japonais laisse vivre des sectes héritières de cette religion. Il y en a 3, Hikari no Wa, Yamadara no Shudan, et surtout la secte Aleph, qui est la continuité directe et qu'on estime être encore aujourd'hui dangereuse. En décembre 2023, on a récupéré des photos de casques utilisés pour disperser les ondes cérébrales du gourou. Et même des anciens cadres, pas des anciens membres, des anciens cadres de la secte disent eux-mêmes ceci. L'ordre de dissolution n'a pas causé de dommages importants à Aum Shinrikyo. Nous avons dû quitter nos propres logements, mais nous avons pu en louer d'autres. Vraiment, en lisant le témoignage, j'ai l'impression que tout va très bien pour eux. Et même dans l'affaire de la seconde secte dissoute par le Japon, la secte Myokakuji, qui justement faisait beaucoup d'arnaques financières, eh bien le numéro 2 de la secte a été acquitté. Parce qu'il n'était pas au courant. Bah oui, il n'était pas au courant, on arnaquait des centaines et des milliers de personnes qui passaient tous les jours chez lui, mais il n'était pas au courant, il ne voyait pas ça. Sérieusement, qui peut croire ça? Et puis aussi, le premier temple Myokakuji, il servait de dortoir aux membres de la secte dissoute, je rappelle, les membres de la secte qui théoriquement étaient dissoutes, jusqu'en 2021. C'est lunaire en fait. Alors maintenant, il faut creuser pourquoi ces sectes arrivent toujours à s'en sortir. Le gouvernement japonais a tendance à donner toujours la même réponse. Il n'ose pas durcir les règles de contrôle sur les religions, de peur de retomber dans la dictature d'avant la Seconde Guerre mondiale. Mais cette réponse, honnêtement, au fur et à mesure de mes recherches, je n'arrive juste plus à y croire. Est-ce que c'est réellement juste une histoire de bonne figure? Est-ce que c'est juste parce qu'ils veulent trop bien faire pour vraiment protéger la liberté de culte? Est-ce qu'il n'y a finalement pas quelque chose de plus pervers et de bien moins noble qui se cache derrière ce laxisme japonais envers les sectes? Parce qu'on a vu le côté intouchable des sectes administrativement, fiscalement, juridiquement, mais il reste un dernier aspect, la politique. Et pour comprendre à quel point ce dernier aspect est important, je dois vous parler du 3e cas de dissolution. Peut-être que vous avez fait attention, mais au début de cette vidéo, je vous ai parlé de 3 sectes qui ont été dissoutes par la justice japonaise. Aum Shinrikyo, la secte Myokakuji, et il en manque une. L'église de l'unification, autrement appelée la secte Moon. Et justement, ils ont un rapport avec l'assassinat de la personnalité politique japonaise la plus marquante du 21e siècle. L'assassinat de Shinzo Abe. Le 8 juillet 2022, à Nara, pendant un discours de campagne, l'ancien Premier ministre Shinzo Abe se fait abattre. Un premier coup de feu retentit, puis un deuxième. Le tireur se fait immédiatement plaquer au sol par les agents de sécurité, il lâche son arme artisanale, mais il le sait, il a gagné. En effet, Shinzo Abe est blessé au cou et au thorax et il décédera quelques heures plus tard à l'hôpital. Le pire aurait pu être évité si les unités sur place avaient réagi suffisamment vite dans les 2,5 secondes qui se sont écoulées entre les deux tirs. Mais c'est juste trop tard. Quelques jours après cet assassinat, j'ai vu dans la presse japonaise qu'il y avait une secte qui était impliquée, la secte Moon. Et si comme moi à l'époque vous êtes arrêté là, dites-vous que la réalité est tout autre. Est-ce que le tireur était un membre de l'église de l'unification, de la secte Moon? Pas du tout. C'est littéralement le contraire, il voue une haine profonde à cette secte qui a littéralement ruiné sa vie et celle de sa famille. Le tireur s'appelle Tetsuya Yamagami et le moins qu'on puisse dire, c'est que son cadre familial est très dramatique. Son père s'est suicidé alors qu'il n'avait que 4 ans. Ensuite, il tente de se suicider en 2002. Son frère se suicide en 2015 et son oncle meurt dans un accident de voiture. Et traumatisé par tous ces événements, c'est sa mère qui se fait approcher par la secte Moon.
La secte lui conseille alors de faire des dons financiers importants pour contribuer au salut de sa famille. Et on parle pas de quelques milliers d'euros, mais plutôt de centaines de milliers d'euros. Environ 100 millions de yens le tout cumulé, soit un peu plus de 500 000 euros. C'est gigantesque. Mais alors d'où provenait tout cet argent? Eh bien de l'assurance vie de son défunt mari. Bref, on comprend mieux pourquoi Tetsuya Yamagami déteste cette secte. Mais alors, pourquoi avoir attaqué Shinzo Abe? Effectivement, au départ, Yamagami voulait attaquer la secte directement. Mais il a changé d'avis lorsqu'il a vu ça. Good morning. I am Shinzo Abe, former Prime Minister of Japan. Un message vidéo de Shinzo Abe pour la Universal Peace Federation, c'est en gros l'église de l'unification et donc la secte Moon. Yamagami pense alors en voyant ça que l'ancien premier ministre est un sympathisant de cette secte, et est-ce qu'il a raison de croire ça? La réponse c'est oui et moins oui. Oui, parce que pour envoyer cette vidéo, il faut quand même qu'il ait un lien avec la secte, comme par exemple le fait que le grand-père de Monsieur Abe était un très grand proche du fondateur de la secte, mais moins oui parce que l'ancien premier ministre n'est pas non plus un membre de cette secte. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça que le futur tireur en vient à voir l'ancien premier ministre comme le symbole du soutien politique à cette secte qui lui a tout pris. Et ça, le tireur, Yamagami, il va très bien l'expliquer durant ses interrogatoires. Ces mots sont bien sûr relayés par la presse au Japon, et forcément, ça va faire beaucoup de bruit. Naturellement, les médias japonais vont commencer à creuser les relations entre l'église de l'unification, soit la secte Moon, et le PLD, le Parti libéral-démocrate, le parti de Shinzo Abe. Et pourtant, ils ne découvrent absolument rien. Non, je plaisante! Ils ont découvert des trucs magique! On découvre que 179 sur 379 des parlementaires du Parti libéral-démocrate ont des connexions avec la secte Moon qui ruine ses fidèles. Oh, mais comme c'est bizarre! On se demande maintenant pourquoi toutes ces nouvelles religions n'ont jamais été jugées si sévèrement. Elle est très loin la justification de oui, c'est pour préserver la liberté de culte, bien sûr. On est, mesdames et messieurs, sur un niveau de corruption stratosphérique. En gros, les politiciens adoubaient et protégeaient directement ou indirectement la secte juste en participant à quelques événements. Ça permet à la secte d'être plus crédible auprès de ses fidèles et donc de recruter toujours plus de monde et d'amasser toujours plus de dons. Et de l'autre côté, la secte donne des consignes de vote très claires à ses fidèles en faveur des politiciens de ce parti. D'ailleurs, je place ça là parce que je sais pas où est-ce que je pourrais le placer ailleurs, mais dans la vidéo où on voit Shinzo Abe, il y a également Donald Trump qui apparaît et plein d'autres personnalités politiques. Donc c'est très facile de penser que ce système de bénéfices secte-parti politique, ça ne soit pas que au Japon. Mais je reviens au Japon parce que c'est pas fini en fait. Le nombre que je vous ai donné, 179 sur 379, c'est des chiffres qui ont été donnés d'une enquête interne. Ah, j'adore! Oh, toujours plus de surprises. Donc en gros, c'est même pas la police ou la justice qui a enquêté, non, c'est eux-mêmes, ils ont sondé sur eux et ils ont vu qu'ils avaient déjà du caca jusque-là du caca. Et donc personnellement, je ne pense que ce n'est pas risqué de dire que absolument tous les politiciens du parti PLD, Parti libéral-démocrate, ont des connexions avec la secte Moon. Mais ce qui est outrant, c'est que ce genre de manœuvre politique, c'est trop gros, ça peut pas être caché des autres politiciens. Donc très certainement que même en dehors de ce parti, tous les politiciens étaient au courant de cette pratique. Et si personne n'a jamais dénoncé ça, que même les ennemis politiques du Parti libéral-démocrate n'ont jamais dénoncé ça, c'est parce que probablement, ils font tous la même magouille. Chaque parti politique japonais doit avoir ça ou ses sectes affiliées pour donner des directives de vote bien précises. Autrement, je ne vois pas comment un ennemi politique pourrait se retenir de balancer ça aux yeux du grand public. Mais vous inquiétez pas, parce que lorsque les Japonais ils vont découvrir tout ça, eh bien, ils vont râler très fort. À partir de là, c'est le festival de déclassement et de démission dans la politique japonaise. Même le premier ministre de l'époque, Fumio Kishida, a aussi baigné dans des scandales d'affiliation avec la secte Moon, ce qui conduira à sa démission en 2025. En conclusion, la pression populaire étant trop forte, la secte est dissoute, son statut d'organisation religieuse est révoqué et de nouvelles lois sont votées. Des lois pour limiter la sollicitation abusive de dons et pour limiter la fuite d'actifs vers d'autres organismes. Et c'est tout. Pas de grandes réformes pour limiter la corruption, pas de retrait des avantages fiscaux aux sectes, pas de vérification plus stricte quant à leur inscription administrative, et pas de séparation plus stricte entre la sphère politique et les sectes. Ce qui me laisse à penser que malheureusement, le statut quasi intouchable des sectes au Japon a encore de très beaux jours devant lui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vraiment l'écriture de celle-ci m'a passionné. Et surtout les révélations à la fin, mon dieu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir sur cette vidéo. Bien sûr, il y a aussi le pouce bleu et l'abonnement. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss.